Donc cette partie donc, de notre séminaire va être consacrée à la restitution des 7 ateliers. Donc j'ai fait une numérotation arbitraire, donc désolé pour l'arbitraire, donc pour que chaque atelier puisse faire sa restitution. Donc ce que je demande, c'est que à chaque personne qui restitue, de bien respecter là aussi les 5 minutes de restitution pour que tout le monde puisse avoir le temps de s'écouter avant que certains s'enfuient petit à petit à cause de trains, etc. Donc, premier à faire la restitution, c'est l'atelier 1, donc c'est sur la recherche, donc c'est Serge. C'est pas la musique des Césars, on peut pas la voir. Tu veux un Oscar ou un César? Ça devrait aller. Alors. Ça fait combien de secondes par diapo? Donc bonjour, donc je... Très bien, merci. Ça marche. Donc, nous avions un atelier qui fait partie d'un fil rouge sur l'articulation formation-recherche. Donc on s'est posé des questions, pas spécifiquement recherche, pas spécifiquement formation, même si on a fait quelques petites excursions. Voir comment on peut examiner cette dimension de l'organisation de l'université cible. Donc là, le séminaire était exclusivement composé de gens de l'UPEM, de l'ESSI et de l'IFSTAR. On a manqué un petit peu d'enseignants-chercheurs, ce qui est un peu embêtant pour l'articulation formation-recherche. Mais on s'est débrouillé. Voilà, et on a surtout travaillé sur les restitutions précédentes des ateliers du fil rouge en essayant de compléter les points qui pouvaient éventuellement manquer. Donc on est revenu sur des questions de statuts différents des personnels, c'est une question qui préoccupe. On en a profité pour rajouter peut-être un élément qui n'avait pas été abordé, c'est les questions de personnel de recherche, mais qui ne sont ni enseignants, enfin personnel de recherche. Les enseignants, les anciens chercheurs, on les avait bien vus, mais aussi l'ensemble des personnels, typiquement les ingénieurs de recherche, que ce soit à l'IFSTAR ou dans les autres établissements, les ingénieurs des corps techniques, etc. On a exprimé, en tout cas on a explicitement exprimé des questions de type est-ce qu'il y aura une volonté ou un souhait de réunir dans les mêmes corps l'ensemble des chercheurs? Est-ce que le sens de l'histoire, en tout cas de la fonction publique, ne va pas dans ce sens-là? Il y a la question du modèle à l'international. Il nous semble qu'on n'a pas beaucoup d'endroits en tête où on a à la fois des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Et puis, de toute façon, la question va se poser aussi, si on conserve les différents corps, comment on va faire pour les articuler? On sait un petit peu le faire dans les UMR, typiquement, où on a des chercheurs et des enseignants-chercheurs, pas forcément avec le même employeur, et en tout cas, il faudra prendre des décisions, il faudra avoir une politique en termes de recrutement. Comment on fera pour choisir qu'à tel endroit, dans telle unité, typiquement, on recrutera des enseignants-chercheurs ou des chercheurs. Donc ça, c'est une question pour laquelle on n'a pas forcément la réponse, mais qu'il faut avoir en tête. On a un peu discuté de modulation des charges d'enseignement. Donc, il y a des dispositifs qui existent déjà, des décharges d'enseignement, des accueils en délégation. Actuellement, si on prend la situation de l'UPEM, il y a des charges d'enseignement, mais il y a aussi toute une organisation pour que ça tourne, avec à la fois un mercato de propositions et de sélection d'heures, mais aussi des systèmes d'heures complémentaires. Avec des enseignants-chercheurs qui sont plutôt concentrés sur le niveau M, ce qui est aussi le cas des chercheurs de l'IFSTAR. Donc il va falloir probablement construire un mercato étendu, voir comment on peut organiser ça, comment on peut répartir des charges d'enseignement ou des décharges d'enseignement. Donc c'est un petit peu d'ingénierie organisationnelle à trouver. Il y avait la possibilité qui pourrait être vraiment intéressante de voir si on peut institutionnaliser la possibilité de changer, alors définitivement peut-être pas, mais temporairement de corps, en disant voilà, je suis un enseignant-chercheur, j'aimerais bien pendant N années, 3, 5 ans, devenir complètement changé, donc ça veut dire que j'ai une décharge totale pendant N années et je deviens chercheur et je fais d'autres choses, etc. Et puis réciproquement dans l'autre sens. Et il y a les mêmes questions dans les écoles. Alors évidemment, il y a des questions le nombre de postes, peut-être pas, mais de coûts financiers, parce que les enseignements, il faut quand même les faire, il y a des heures à assurer, donc il faut que le système soit probablement sélectif et qu'il soit absolument soutenable. Sur les contenus des formations, donc on n'avait pas toutes les compétences pour parler spécifiquement des contenus. On a rappelé que ça pourrait être utile d'avoir une cartographie des formations existantes et des projets de formation en cours de montage.
On a aussi l'idée que ça pourrait être intéressant de formaliser, d'avoir une procédure pour proposer des formations. Il y a des choses qui existent, par exemple à l'UPEM. Il y a aussi différentes formations, évidemment des diplômes nationaux, mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a aussi des diplômes universitaires, des certificats professionnalisants. Alors le Q, c'est, je ne sais plus, de qualification professionnels, on va dire. Donc hors diplômes nationaux, ils sont probablement plus rigides. Tous les diplômes universitaires sont une forme plus souple, et donc ça serait peut-être adapté à l'agilité qu'on souhaite pour l'université cible. Et puis on a un peu discuté, donc c'est un peu réducteur dans le transparent, on pense vraiment que la formation continue, c'est un domaine vraiment de développement fort pour l'UCIB, parce qu'on a vraiment le spectre des compétences pour le faire. On n'est pas forcément organisé, et on pourrait vraiment professionnaliser ça. On a un petit peu abordé les questions relatives au site de l'IFSTAR. Donc, en gros, la situation, c'est que l'IFSTAR est actuellement un gentil EPST local qui contribue à des unités mixtes de recherche. Il va falloir passer, en tout cas vu de l'université locale, on va devenir un concurrent local. Donc ça veut dire qu'on serait intéressé par des cohabilitations de formation, des co-accréditations d'écoles doctorales. Et donc le maître mot, ce sera probablement négociation. Et donc ça ne sera pas forcément facile, mais c'est quelque chose à jouer. On n'est pas forcément dans une ambiance de bisounours, mais on peut peut-être continuer à construire, parce qu'on a toute une historique de construction de partenariats de l'IFSTAR localement. Et puis on était plutôt dans l'idée qu'il faut se fonder sur l'existant, sur les projets scientifiques, de recherche ou de formation qui pourraient se monter, plutôt qu'arriver avec nos gros sabots en disant on est là et maintenant on va vous dire comment il faut travailler localement. Donc c'est pas dans ce sens-là que ça marchera. Il reste, par exemple, la question de l'inscription des doctorants qui probablement viendra assez vite aussi. On a essayé de lister aussi quelques vecteurs de formation qui seraient nouveaux en lien avec la recherche, en tout cas d'essayer d'approfondir l'articulation formation-recherche. Donc on a évoqué, ce qui avait été évoqué précédemment, c'est tirer parti de ce qui a été proposé dans les projets Impulsion et Tremplin. On s'est dit que ce n'était pas forcément évident, parce qu'il faut déjà qu'il y ait du corpus qui se développe dans ces projets, notamment interdisciplinaires, que ça donne des résultats, et donc on voit plutôt ça à un terme de 5 ou 10 ans pour que vraiment des choses se fassent en proposition de nouvelles formations. Sinon, il y a des possibilités de faire évoluer les formations existantes au sein des maquettes. On peut proposer des nouveaux parcours, donc ça, on pourra naturellement y travailler. On a aussi parlé de séminaires de laboratoire, donc on a tous des séminaires scientifiques dans les laboratoires. Il y a un moment, ça serait bien d'intégrer complètement le volet formation en intégrant les élèves de licence, voire de licence, mais sinon de maîtrise de niveau 1 et 2, de doctorat, voire de postdoc. Ça, c'est un peu standard. On a la possibilité de développer la formation par projet, en faisant un lien peut-être particulier avec nos gros équipements scientifiques à l'IFSTAR. Je pense que c'est aussi un atout majeur pour attirer des étudiants, mais aussi comme support à des projets. Et puis, on a aussi... donc, il y a d'une certaine manière un besoin de rapprocher les porteurs de formation des porteurs d'équipements. Donc, peut-être que c'est aussi une cartographie dont on a besoin, la cartographie des grands équipements. Et puis, on voulait aussi dire que, même s'il y a déjà toute une gouvernance des formations qui sont dispensées, les comités de perfectionnement, les conseils du FR, etc., on aurait besoin d'intégrer de façon un peu explicite les évolutions de la recherche, les nouveaux résultats dans les parcours de formation. Ça pourrait être un rôle piloté par le Sénat académique de l'Université cible quand il sera créé. Voilà, et puis sinon, on a quelques points divers. Les actions de normalisation, le lien avec la formation continue, c'est aussi un vecteur d'articulation. On a 2 sortes de séminaires scientifiques qu'il faudrait probablement aussi amplifier. La sensibilisation des jeunes, alors les jeunes, c'est les jeunes dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi au niveau LM, sur l'intérêt de poursuivre en thèse. Je pense qu'on n'a pas besoin de négliger cette occasion de faire de la pub pour continuer dans la thèse, en thèse et éventuellement en recherche. Et puis, dans l'autre sens aussi, des travaux de vulgarisation scientifique plutôt en niveau L. Je pense que les gens qui participent à ce séminaire, notamment, sont intéressés par les vraies applications qu'on peut trouver. Il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas aussi ça pour nos étudiants, pour les motiver, pour qu'ils s'automotivent dans leurs études et dans leur parcours. Voilà. Merci, Serge. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, vous avez 2 micros.
si vous avez des questions sur la restitution parcelle. Non, c'était parfait, Serge. Donc, deuxième restitution, je vais m'y coller. Donc, c'était sur la partie des partenariats locaux. Alors, donc nous, le regret qu'on a eu dans cet atelier, c'est qu'on n'était que des IFSTAR. Donc ça a été un peu compliqué et donc ça a été réducteur au niveau de notre travail, il nous semble. Donc c'est un peu le bémol que l'on a. Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que en fait, pour élaborer cette stratégie partenariale avec les partenaires locaux, donc il fallait surtout pas casser donc les partenariats actuels. Il y a peut-être sûrement des partenariats qui sont faits par les organismes existants avec des partenaires communs, et c'est voir comment est-ce qu'on peut travailler en créant de la synergie et non pas être en concurrence sur un certain nombre de partenariats. Par contre, ça sera de la gestion au cas par cas. On verra après comment on a proposé le plan d'action là-dessus. Après, ce qui nous semble important, c'est d'acter le fait que les implantations régionales vont bien parler au nom de l'UCIBL et donc de l'ensemble de ces activités, que ce soit recherche, formation, innovation, partenariat. Donc on y reviendra, ça veut dire qu'il faut qu'au niveau de chacune des implantations, et c'est aussi l'objet de ces séminaires de connaissances réciproques, qu'on ait véritablement une connaissance croisée de ce qui se fait, mais de manière suffisamment profonde, de manière à pouvoir tenir un discours robuste et consistant vis-à-vis de nos interlocuteurs. Alors, il est clair, et ça s'est vu parce que certains participants au groupe ont participé à ce même type d'atelier sur d'autres sites. Ben, on a un panel de partenariats qui va de l'acteur socio-économique, l'acteur académique. Alors, on a rangé dans une classe parce qu'on a des autres. Par exemple, on prenait le cas des pôles et des clusters. Les pôles et les clusters rassemblent à la fois des entreprises, de la recherche, des opérateurs, etc. Donc, on ne peut pas le classer ni dans les socio-économiques ni dans les académiques. On a les acteurs institutionnels. Alors, sur quoi on a insisté, c'est que certes, on a les acteurs institutionnels locaux qu'on connaît bien, c'est-à-dire la région, c'est-à-dire les départements, les métropoles, les EPCI, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a aussi sur chacun de nos sites d'implantation des délégations ou des représentations, soit de l'État en région, soit de l'Europe en région. Et donc, dans les connexions directes de l'implantation avec l'Europe, ça permet aussi de favoriser et de consolider les actions avec l'université. Et les derniers éléments, c'est un petit peu l'action que l'on a avec les habitants des territoires au travers des associations de collectivités locales avec les habitants. Donc on a, sur certains sujets, c'est important, sur certains sujets, notamment autour du débat public et autres, d'avoir ces liens-là. Donc, pour nous, le plan d'action, il est en deux grands domaines. Un plan d'action autour d'une connaissance renforcée de ce que l'on est, c'est-à-dire d'avoir une cartographie véritablement de la situation actuelle des partenariats et d'avoir une cartographie de l'offre UCIBL, à la fois en termes de compétences et en termes de moyens à mutualiser. L'autre élément, donc plutôt sur la communication, c'est qu'il nous semble qu'on a besoin de deux niveaux de communication. Une communication externe, c'est-à-dire avoir une stratégie de communication pour aller au contact, comme je l'ai dit, des partenaires locaux, mais aussi une organisation d'une communication interne, c'est-à-dire comment les informations qui arrivent de par notre implication dans le réseau local vont remonter à l'intérieur de l'université.
Deuxième élément qui nous paraît important, c'est de définir une véritable stratégie de partenariat. Alors, on y reviendra, ça fait écho, on ne s'est pas concerté, mais ça fait écho à ce qu'a dit Serge. Je pense que dans la stratégie de partenariat, il y a tout un volet sur la formation continue qui risque de nous poser assez fortement sur ce champ-là. Donc, il faut qu'on veille à ça, à la fois sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire l'aide à la veille, parce qu'on peut avoir des formations continues qui nous permettent de rester à niveau. Il y a donc aide à la veille, maintien des savoirs. Il y a aussi des formations continues qui peuvent permettre de faire de la réorientation de parcours professionnel. Et il y a de la formation continue qui peut être professionnalisante. L'autre élément qui nous semble important dans la stratégie de partenariat, point à avoir en tête, c'est tout ce qui est mutualisation et développement de grands équipements. Mais grands équipements, souvent on ne pense qu'au matériel. Donc nous, on insiste sur le fait qu'il y a des grands équipements qu'on considère comme immatériels, qui sont nécessaires à certaines recherches, notamment tout ce qui est basé sur les bases de données, par exemple, qui est un exemple. Et puis après, il nous semble qu'il y a un élément dans la stratégie de partenariat sur... On voit très bien que c'est des domaines qui vont devenir au cœur de certaines actions de formation et de recherche, c'est tout ce qui est autour de la modélisation et de la simulation. Et puis, l'autre élément qui nous semble important, c'est qu'il ne nous semble pas que peut-être qu'il faut avoir un système organique un peu complexe pour le travail de ces partenariats. Il faut qu'on soit un peu souple, réactif, agile, comme ça a été dit. Et donc, mais par contre, ce qui demande d'avoir une organisation de la coordination des représentations locales et qui nous semble important dans notre réflexion. Donc voilà, c'est une réflexion purement IFSTAR, mais on la verse quand même au pot. Voilà. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question. Juste un rajout, en fait, par rapport au point très important que tu cites au sujet des plateformes matérielles et immatérielles, c'est d'y rajouter, d'y associer des entreprises, parce que ça permet deux choses. Ça permet d'abord d'être sûr de la pertinence de l'équipement à monter en région, et surtout ça assure quelque part un volume d'affaires qui pourrait faire tourner l'équipement pendant N années. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, avec les pôles, c'est bien ce que l'on fait. D'autres questions? Non? Passe à la restitution suivante. Donc, atelier 3. Atelier 3, donc c'est RH. C'est clair, quoi qu'il rapporte pour les RH? Elle n'est pas là? Il n'y a personne des RH? On a fait 3 ateliers. Ah d'accord. Donc moi, je croyais que c'était que clair. Mais c'est ce qu'on pensait aussi, voilà. Alors il faut appuyer sur le petit bouton vert. Allez, vas-y. C'est qui le premier? Voilà, donc nous avons divisé notre espace en 3 ateliers. Le premier concernait donc les attentes vis-à-vis du nouvel établissement. C'est bien ça? C'est ça? Excusez-moi, parce qu'on n'est pas très opérationnel. Et du coup, voilà, donc dans ce premier atelier, ce qui est ressorti, il faut que je me rapproche, c'est pas trop mon habitude. Hein. Oui. On est entre nous. Voilà, allons-y. Et du coup, ce qui en est ressorti, voilà, c'est qu'on pense qu'il serait nécessaire d'avoir un état des lieux, des différents statuts, des différentes compétences. Ensuite, on a voulu un petit peu parler sur les conditions des mobilités, comment cela allait s'articuler dans le cadre d'une université, enfin, Lucible.
donc sur la carrière également. En fait, ce qui ressortait de tout ça, principalement, c'était voilà, on souhaitait avoir de la communication et de l'information sur justement comment tout ça pourrait, comment chacun pourrait se positionner dans ces mouvements de carrière importants pour tout le monde, quoi. J'espère que je résume bien. Donc après, on a essayé de voir quels seraient les outils qu'on pourrait avoir pour aboutir à cette approche-là. Dans un premier temps, ce qui pouvait sembler évident, c'était de créer un annuaire où on pourrait déjà se retrouver tous sous une même bannière. Ensuite, l'idée d'un intranet commun avec une approche en fonction de différents statuts aussi, de différentes origines. Voilà, donc voilà, ce qui ressort, c'est vraiment une idée, dans un premier temps, vraiment de se connaître entre nous, parce que voilà, on ne se connaît pas encore tous très bien. Connaître différentes approches. Voilà, donc pour le premier atelier. Maintenant, je passe la main. Alors après, on s'est attaché à répondre à la question quelles pouvaient être les collaborations possibles en matière RH à mettre dès que possible. Alors le thème de la formation continue revient également. On a identifié un certain nombre de sujets de formation sur le management, lecture rapide, notes de synthèse. On a aussi parlé de connaissances sur les établissements publics, la fonction publique. Donc on a identifié un certain nombre de formations qui pouvaient finalement correspondre à l'ensemble de nos établissements. Donc les modalités qui pourraient être mises en œuvre assez rapidement, c'est mettre en place déjà un réseau inter-établissement avec des personnes identifiées qui pourraient échanger sur cette thématique, proposer des formations, proposer des places dans des formations qui sont déjà organisées pour compléter des sessions et diffuser très largement à l'ensemble des organismes l'offre de formation proposée par les différents établissements. Alors après, on a aussi parlé de la problématique d'achat. On a évoqué la possibilité de mettre en place des groupements de commandes pour acheter en commun des formations à des prestataires identifiés. On a aussi parlé de formation à distance, des modalités qui pourraient être mises en œuvre pour faire des formations pouvant intéresser des gens qui pourraient rester sur place sur leur site professionnel. Après, nous, on a parlé de la problématique de mobilité. Donc, on propose de diffuser très largement l'ensemble des postes à pourvoir dans les différents établissements et de désigner également un référent sur ce sujet. On a parlé aussi du service médical et de l'assistante sociale. Donc, on a tous convenu que les moyens dont disposaient les établissements pour ces problématiques étaient réduits. Néanmoins, il y avait peut-être la possibilité au niveau du service médical de partager un certain nombre de formations liées à la prévention. On a parlé des risques routiers, on a parlé des problématiques d'alcool. Et étudier peut-être à terme la possibilité d'avoir sur les sites des services un petit peu regroupés pour l'ensemble des établissements. Pour l'assistante sociale, la problématique des logements est apparue. Donc il y a un certain nombre de conventions qui existent avec des prestataires ou des organismes bien connus. Donc voir comment est-ce qu'on peut collaborer pour essayer de faire partager à l'ensemble des établissements les possibilités de logement, notamment pour les étudiants et les chercheurs qui sont là ponctuellement pour des problématiques de projet ou d'enseignement. Enfin, on a discuté de doctorants. Donc on était tous d'accord pour dire qu'il fallait essayer de collaborer pour avoir une gestion la plus commune possible sur les doctorants, donc partager les informations et les formations les concernant. Mettre en place aussi une procédure d'accueil des doctorants un petit peu commune à l'ensemble des établissements. Et on a parlé aussi de centraliser cette problématique qui est actuellement sur le site de Marne-la-Vallée, traitée en particulier par l'UPE. Et enfin, on a discuté des associations et c'était de voir comment on pouvait aider les associations à élargir le périmètre un petit peu de leurs activités vers les personnels de l'ensemble des établissements. Et donc, ça pourrait commencer par faire un état des lieux de l'ensemble de ces associations.
Donc, le troisième groupe, c'était l'accueil des nouveaux arrivants dans les structures. Alors, je vois qu'il y a pas mal de sujets qui ont été repris par les deux autres groupes également. Donc, nous avons en commun, nous avons listé en fait tout ce que nous avions en commun et ce que chacun n'avait pas. Donc, le livret d'accueil est à peu près commun à tout le monde, la charte informatique et les journées d'accueil au niveau de l'établissement ou de la tutelle. Ça existe. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, ce qu'il y a de distinct, c'est la charte pour les CDD. Et puis il y a l'accueil qui se fait au niveau des personnels. Pardon. Il y a deux rythmes différents. Il y a le rythme établi au fil de l'eau pour tout ce qui est IFSTAR, SIE et ESCG. Et puis il y a la rentrée scolaire effectivement pour l'UPEM et les AVT. Voilà, c'est ça. Et puis, tout ce qui est information, formation dédiée, on a des façons de faire un petit peu différentes. Donc, le souhait, c'est ce qu'on a vu au travers des deux précédents groupes, un espace dédié aux nouvel arrivants, développer l'accueil physique dans les bâtiments, parce qu'on s'est rendu compte que dans certaines structures, il n'y avait pas du tout d'accueil, il n'y avait personne en fait. On arrivait, il n'y avait personne, donc voilà. Et on n'a pas les mêmes problématiques, que ce soit l'IFSTAR où il y a beaucoup de laboratoires et des sujets sensibles et où il faut de la sécurité. Alors que par exemple à l'UPEM, voilà, c'est ouvert à tout vent. Enfin, il n'y a pas de... À part 2-3 labos, voilà, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. Après, en fait... ce qui ressort, c'est que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un compagnonnage au niveau des formations. Par exemple, envoyer des personnes se former et au ministère et aux tutelles. Enfin, et puis après, en fait, ces personnes reviennent et forment en interne toutes les personnes sur les différents sites. Voilà. Et puis, ce qui reste à faire, c'est améliorer l'accueil des personnels étrangers. Donc, on recoupe un petit peu donc, le groupe d'avant sur le logement, sur les cours de FLE, de langues étrangères, de français en tout cas. Hein ? Français, langue étrangère, voilà. Et puis divers démarches, et surtout au niveau juridique pour les conventions d'accueil, pour les invités qui sont hors cadre, en fait. Voilà, c'est ce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des soucis un petit peu à ce niveau-là, et que peut-être qu'effectivement les services juridiques vont devoir se concerter un peu pour nous sortir quelque chose de carré, et comme ils ont l'habitude de faire. Voilà. Merci à vous trois. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, il y a une question. J'avais une petite remarque sur le suivi doctoral et le suivi des doctorants. Il y a deux aspects qui sont un peu différents. Merci. Donc le suivi doctoral, voir les docteurs après, donc il y a deux aspects qui sont un peu différents. C'est l'aspect académique, parce qu'il y a l'école doctorale qui joue son rôle de suivi académique. Et après, le suivi qui est plutôt le suivi d'un employeur. Cela dit, on va être co-accréditant d'écoles doctorales, donc on peut aussi nous-mêmes demander des choses aux écoles doctorales et se mettre d'accord avec les autres établissements pour qu'il se passe des choses dans les écoles doctorales. Mais c'est deux volets qui sont un peu différents. Merci à vous. Alors, atelier sur pédagogie par projet. Donc, je pense que ça va se faire sans support, avec les mains. Par contre, il y a un micro. Voilà, donc la discussion a été tellement passionnée qu'on n'a pas eu le temps de faire de slides. Mais bon, je vais essayer de brièvement vous récapituler nos échanges, nos conclusions. Donc ce groupe, cet atelier réunissait des enseignants, chercheurs de l'IFSTAR, de l'UPEM, de l'EIVP, de l'école d'archi et de l'ESSIE. Donc on a identifié donc 4 points, la restitution sur 1, la captation donc, des projets, le cadrage des projets, la mise en œuvre des projets et la valorisation des projets. Donc qu'est-ce que c'est que la pédagogie par projet ? Déjà, c'est une approche pédagogique qui donne une finalité, un but aux apprentissages rencontrés. Donc, il y a bien
approche pédagogique, j'y reviendrai, c'est vraiment au cœur. Il n'y a pas que la finalité. Donc avec une volonté de former à des pratiques professionnelles, y compris à l'université. Donc on n'est pas que dans les écoles d'ingénieurs, ça devient partout. L'intérêt de la pédagogie par projet, c'est que c'est une pédagogie active, à contrario d'une pédagogie de type cours magistral que les étudiants abandonnent petit à petit, n'adhèrent plus. Donc quelque chose de vraiment très important. Donc le premier point, c'est la captation des projets. Donc ce qu'on préconise, enfin ce qu'on souhaite faire par la suite, c'est une espèce de bourse d'échange, une bourse de proposition des projets, d'essayer de collecter plutôt que de faire un annuaire des compétences et que les personnes intéressées y souscrivent, c'est plutôt de faire l'inverse, c'est faire un canal de captation des projets afin que chaque personne qui souhaite, chaque industriel, partenaire laboratoire, tout type d'établissement, de personnes puisse déposer son projet, collecter ainsi les sollicitations avec des critères sur les technologies, les spécificités pour orienter, ensuite diffuser les sujets. Donc, et s'appuyer sur des chaires, et un réseau des anciens. Donc de façon à ça, il faut développer, il nous semble très important pour la pédagogie par projet, pour alimenter, c'est de s'appuyer sur le réseau des anciens à développer. Dans les équipes, dans les projets, ce qu'on souhaitera, c'est constituer des équipes provenant de différentes formations, ce qui est toujours bénéfique et ce qui est aussi une caractéristique de ces projets. Avec la difficulté de calendrier qui ne colle jamais entre les différentes formations, mais si on pose comme postulat de départ, on doit pouvoir y arriver. Donc ça, c'était le premier point, donc la bourse des projets. Le deuxième, c'est le cadrage du projet. Donc on a hésité longtemps sur le titre, puisque c'est cadrage éthique du projet. Donc on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait définir une charte des projets. Une charte qui cadre vraiment le projet, à la fois sur les aspects éthiques et sur le déroulement. Donc les grandes lignes, ce serait qu'il y ait déjà une incitation au double tutorat dans chaque projet. Systématiser le plus possible les projets co-share, donc à double share. Donc y inscrire dans cette charte la propriété intellectuelle, qui doit être dès le début, pour que le commanditaire, on appelle comme ça le fournisseur de projet, le commanditaire, c'est les relations avec l'établissement d'enseignement supérieur soient bien cadrées, qu'on régisse aussi les problèmes de plagiat. Et surtout, un point très important qui a été sujet de vive discussion, c'est la non-obligation, le non-engagement à fournir des résultats du point de vue du commanditaire, puisqu'on a longuement échangé en expliquant que un échec, c'est aussi un résultat pour un élève. Puisque ce qui a mené à l'échec, en analysant l'enchaînement des circonstances qui ont mené à l'échec, c'est un apprentissage. Donc, mais dans la charte, il est important de bien fixer les règles du jeu, l'accord, et de bien souligner que c'est une approche d'abord pédagogique, c'était pour ça que je redonnais la définition, qui fait qu'on doit mettre... c'est pas une prestation. Ensuite, il y a aussi dans la charte, on veut aussi formaliser la commande du commanditaire, qu'elle soit précise. Donc, qu'elle suive un certain nombre de canons systématiques. Ensuite, ça c'était pour la charte. C'est important parce qu'il peut y avoir une pression financière qui joue sur le projet. Donc, c'était important. Ensuite, il y a une deuxième question qui n'apparaît pas dans la charte, qui est encore, mais qu'on a évoqué toujours dans le cadrage du projet, c'est la prise en compte des problèmes environnementaux, climatiques, des ressources. C'est la conscience de l'individu, de la citoyenneté, comment on incorpore ça dans le projet, comment on peut remettre en cause la demande d'un commanditaire. Alors, on s'est notamment beaucoup appuyé sur des expériences de l'école d'architecture dans ce domaine. Donc voilà, après la bourse des projets, le cadrage du projet. Le troisième point qu'on a mis en avant, c'est la mise en œuvre de la pédagogie par projet. Donc
il y a des problèmes de coordination. Donc là, il va falloir qu'on travaille tous ensemble. C'est résoudre les problèmes de coordination, de coaching, de suivi. Est-ce que c'est pas... Alors, ça c'est la coordination. Il y a le deuxième problème, et de loin le plus gros pour nous tout au long de ces réunions, c'est le problème de l'évaluation d'un projet. Donc, est-ce qu'on évalue de façon individuelle, collective? Est-ce que les objectifs, comment on évalue l'atteinte des objectifs, sachant que, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y avait pas d'obligation de résultat et que ça pouvait être quand même formateur. Donc, un projet peut quand même être considéré comme réussi s'il y a il y a l'obligation de moyens, donc s'ils ont mis les moyens mais que le résultat n'est pas là. Donc, on a je ne peux pas restituer tous les échanges sur ce problème-là, mais il y a un gros point sur l'évaluation du projet. Donc, ce qu'on propose pour répondre à ça, c'est de développer au niveau de l'UCIBL un lieu de partage, un lieu de partage d'expérience, d'aide, d'une communauté de pratiques autour de la pédagogie par projet qui pourrait s'appuyer sur un département de valorisation des initiatives pédagogiques de l'UCIBL. Donc voilà, c'est une proposition concrète aussi, après la charte. Le quatrième et dernier point, donc après la bourse des projets, le cadrage, la mise en œuvre, c'est la valorisation des projets. Donc ça, c'est le dernier point qui est important. C'est comment conserver les projets. Donc il faut actuellement, on s'aperçoit que dans les établissements, les projets disparaissent, le résultat, on ne sait pas capitaliser. Donc il y a des problèmes de format de restitution des projets qu'il faut peut-être homogénéiser ou au moins lister, voir les différentes possibilités. Format de publication, donc en format, j'entends vidéo, rapport, canevas de site internet que peuvent utiliser les étudiants. Donc ça, c'est la conservation et la diffusion aussi. C'est comment on les diffuse aux autres membres et à toute la communauté susceptible d'être intéressée par travailler avec nous. Donc au niveau de l'UCIBL, il faudrait développer un service support à la pédagogie par projet, donc qui serait pas forcément qui serait un service support de conseil, d'aide, pas forcément le passage obligé, puisque on a vu que chacun voulait garder son autonomie sur le format, mais il y a quand même des services à factoriser, donc ce qui pourrait être fait à travers un service support à la pédagogie. Le deuxième point, après la conservation des projets et la diffusion, c'est évidemment, si on diffuse, si on a une vitrine, il y a un problème de qualité. Il faut veiller à la qualité des projets. Donc, et la qualité, ça passe d'abord par la forme. On peut dire, on pourrait s'appuyer sur un centre d'écriture, d'aide à l'écriture, pour que les rapports soient d'une qualité suffisante. Ça, c'est un premier point. Donc déjà, pour homogénéiser le niveau, s'appuyer sur un centre d'écriture indépendant, commun à tous les établissements de l'UCIBL. Mais en plus, on voit qu'on ne pourra pas tout diffuser, tout n'est pas même en homogénéisant comme ça. Donc il y a aussi une phase de filtrage, une phase de filtrage, donc de mise en œuvre. On aura besoin d'un rédacteur en chef qui veille à ça, avec un système distribué de rédacteurs qui fait remonter. Donc on a réfléchi à ces problèmes-là. Donc c'est ouvert, ça peut être... on a aussi réfléchi à comment intégrer les projets impulsion dans cela. Et ensuite, dans la valorisation, il y a aussi la valorisation du travail pédagogique. C'est aussi promouvoir tout le travail qui est fait, donc regarder ce qui est fait, mais aussi montrer ce qu'on sait faire dans l'UCIBL, donc parce que c'est un moyen aussi de diffusion, et en participant à des confs comme QPS sur les questionnements en pédagogie de l'enseignement supérieur et voir les volets internationaux. Donc, pour conclure, ce travail sur la pédagogie par projet permettra à la fois de valoriser le travail des enseignants, le travail des étudiants et donc au final le rayonnement de l'UCIBL. Donc c'est quelque chose de vraiment important. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question sur ce sujet-là? Bon, merci encore. Alors, atelier suivant.
Modélisation. On passe combien de temps? 5 minutes, il y a 5 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, on va vous parler maintenant, enfin, je vais vous parler maintenant de la partie modélisation. Vaste sujet, mais je n'ai que 5 minutes, je vous rassure. Donc, au niveau des questions, donc forcément, pour répondre à la problématique, on a commencé par se poser donc quelques petites questions, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, on avait quand même trois séances de 2 heures pour y répondre. On a juste fini à temps. D'ailleurs, on n'a même pas vraiment fini nos transparents, donc il faut être gentil avec nous pour la fin de la présentation. Donc voilà, donc on a commencé bien évidemment par, après le tour de table classique, donc déjà on a fait une sélection assez drastique à l'entrée. Donc au lieu d'avoir une quantité, on a préféré la qualité, donc on a fait une très forte sélection sur le dossier. Et donc nous sommes arrivés donc à 9 personnes, donc principalement IFTAR, mais aussi donc UPEM en l'occurrence, et aussi donc l'école d'architecture, l'NSAVT. Donc voilà, donc on a eu donc chacun, donc on a commencé par faire un tour de table pour donc présenter notre relation par rapport à la modélisation au niveau de notre institut et pour essayer un peu de faire un ensemble un peu exhaustif de la situation. Alors à partir de cela, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la modélisation? Forcément, chaque personne peut avoir une définition différente. Donc le but était déjà de partager nos définitions et de voir si c'était cohérent ou pas du tout, ou si on était en train de parler de choux ou des carottes. Donc au niveau de la modélisation, donc la définition donc, sur laquelle qui nous a permis de servir de base pour l'ensemble de la présentation, était donc c'est une représentation donc partielle, simplifiée ou complexe d'un phénomène physique, mathématique, numérique, conceptuel. Donc vous voyez, on a vu un spectre assez large. Donc ce qui fait que tout le monde s'y retrouvait, tout le monde était content. Donc déjà, c'était le premier intérêt de cette discussion. Donc on a fait une décomposition descriptive, donc prédictif. Et après, on a vu donc au niveau donc de nos expériences personnelles aussi, au niveau du groupe de travail, quelles étaient donc les différentes thématiques associées. Donc comportement humain, système, donc en gros modélisation du flux, de la partie simulation de conduite. Et après, on s'est posé la question, c'est quels sont les critères pour signaler qu'un modèle était bon ou non? Et après, on a travaillé sur tout ce qui est modélisation multi-échelle. Par exemple, la particularité qu'avec une modélisation, par exemple, de fissures dans le béton, le modèle peut aussi être appliqué dans des fissures au niveau de l'os. Donc, en fait, un même modèle peut être appliqué à différents champs et donc voir justement les points d'intersection, les unions, les intersections. Bien évidemment, il y a d'autres sujets, mais on ne va pas tout aborder aujourd'hui. On a travaillé aussi beaucoup sur tout ce qui est donc critères de développement, de modélisation, donc couvre aussi de nombreux champs, donc sciences, donc SPI, SHS, sciences de la vie, et donc on travaille beaucoup sur la notion de vocabulaire pour pouvoir se comprendre, c'était le plus simple. On a travaillé après sur la partie enjeux, donc les enjeux de la modélisation. Donc tout d'abord au niveau scientifique, principalement, c'est un peu notre but quand même. On sera dans une future université. Donc c'est donc les notions de comprendre, de gérer, de prévoir, d'évaluer, de concevoir et d'optimiser. Et donc le potentiel d'exploration. Dans un second temps aussi, la partie financière. Bon, forcément, il y a toujours aussi un impact un peu financier et des coûts. Et donc, dans ce cadre-là, c'est toujours la notion de modèle, c'est toujours une prise de risque. Une prise de risque qui, en gros, l'objectif étant forcément de réduire les coûts de conception en se basant sur des modèles. Forcément, les modèles, il faut qu'ils soient, après, valides. Donc, on a aussi travaillé sur tout ce qui est validation et évaluation de ces modèles. Donc la validation à différents niveaux, à partir des données terrain, à partir d'expérimentation, donc il fallait savoir les évaluer, les valider. À partir de quels critères? Donc on a travaillé beaucoup sur nos expériences aussi respectives pour essayer de déterminer comment les évaluer, comment les valider. Donc voilà, donc on a aussi travaillé un peu, alors c'est vrai que ça a divergé un peu de la notion initiale de base de données, de la notion de confidentialité, on a travaillé sur aussi cette notion-là dans un des ateliers, enfin une des parties de l'atelier. Aussi une nécessité donc d'identifier, de cartographier les intervenants, et aussi l'enjeu de l'animation scientifique justement pour faire remonter et de faire partager en fait les connaissances réciproques de groupes les uns envers les autres, pour savoir aussi qui contacter, pour essayer d'avoir le plus d'informations, pour pouvoir aussi évaluer les différents modèles. Donc on a travaillé sur les critères de validation et aussi donc les enjeux, comme j'ai signalé, d'accès aux données. Après, nous avons donc poursuivi sur comment modéliser, donc comment la modélisation donc trouve sa place dans nos projets d'établissement. Parce que forcément, là, on a parlé beaucoup de techniques, méthodes, mais après, forcément, il faut quand même une certaine finalité dans cet atelier. Ce n'est pas juste parler pour parler, mais c'est aussi quand même pour avoir un certain intérêt pour l'université, donc notre futur institut.
Donc voilà, donc, au niveau donc, des différents représentants, au niveau de notre groupe de travail, donc on a refait un peu le point. Donc, au niveau de l'école d'architecture, donc la partie virtualisation était donc peu marquée, plutôt maquette réelle, maquette d'architecture, mais réellement pas virtuelle en l'occurrence. Côté UPEM, donc il y a beaucoup plus de modélisation donc visible donc sur les laboratoires, et donc c'est aussi intégré avec une notion de formation, donc c'est une notion importante. Et le côté IFSTAR, donc forcément c'est le cœur de métier de nombreux laboratoires, bon, différents types de modèles bien évidemment, et aussi donc avec la notion de projet fédérateur, de pouvoir justement, par exemple projet fédérateur voyageur virtuel, pour but donc justement de pouvoir lier les différents modèles entre eux et donc trouver un fil rouge au niveau de l'institut. Donc les enjeux, donc c'est de faire donc on a essayé de trouver des moyens pour améliorer ça. Donc via l'offre de formation, comme on a pu présenter dans un atelier précédent. Donc utiliser la notion de formation par rapport à la formation à la recherche, formation aux étudiants pour faire un lien fort avec les modélisations, pour faire enfin une interconnexion entre ces trois domaines et pouvoir améliorer l'offre et les interconnexions. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est en gros c'est l'enjeu, donc c'est d'élargir les initiatives de type projet aussi fédérateur pour essayer de faire ce qui se fait actuellement à IFSTAR, donc l'améliorer et le rendre plus collégial au niveau de la future université cible. Et donc encourager aussi les synergies, donc les fertilisations des croisées des différents modèles. Comme j'ai pu signaler tout à l'heure par exemple avec les fissures au niveau des os ou du béton. Quelle méthode, donc culture multimodèle ou multi-approche existante? Et donc, quelle suite à donner? Parce que forcément, la finalisation, après on en parlait. Donc, la première chose serait donc de proposer donc, une cartographie des recherches en modélisation. Alors, ce serait un peu un qui fait quoi, mais de façon un peu plus large et un peu plus aboutie. De cartographier les données et outils de plateforme pour valider ces modèles au niveau de la future université cible. Donc, aussi de se faire rencontrer donc l'offre de formation, comme j'ai signalé, entre les formations, enfin l'enseignement, la formation et la recherche sur le domaine de la modélisation, pour faire une suite assez logique au niveau de ces trois domaines, via des forums d'étudiants, via des présentations au niveau des stages, ou même au niveau forcément des doctorats, pour motiver et faire comprendre ce qui existe au niveau de la future université cible, pour motiver aussi les étudiants. Donc aussi d'élargir les initiatives type projet fédérateur, pour faire discuter entre les différents laboratoires de l'ensemble de l'université. Utiliser aussi des projets type projet tremplin, impulsion, comme ce qui a été pu faire en 2017. Donc encourager les synergies via des workshops. Et enfin, donc, être attentif aux attentes suscitées donc, par la modélisation, la simulation et ses applications et la réalité des possibles, parce que la simulation, la modélisation, on fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas non plus un objet magique. Il y a du travail derrière, il y a des limitations, comme tout outil, comme toute méthode. Et le but est aussi de pouvoir vendre quelque chose, mais en étant réaliste sur ses possibilités et les contraintes associées. Et merci de votre attention. Est-ce qu'il y a une ou deux questions sur le sujet de la modélisation? Oui. Ah non, j'ai justement. Bah si, c'était marqué au début, au tout début. Je reprends. Voilà. Donc c'est un phénomène, donc c'est physique, mathématique, numérique, conceptuel. Donc c'est cognitif, c'est un spectre assez large. Et justement, au niveau de notre université, on a tout type de modèles. Ça peut être des modèles économiques, cognitifs, mathématiques, numériques. Donc ce qui fait que clairement, on a bien précisé que ce n'est pas uniquement SPI et purement SPI, pour justement, parce que c'est ça la difficulté, c'est pour après interconnecter l'ensemble de tous ces modèles, qui fait un peu le grand écart au démarrage. Merci. De rien. Ok. Pas de questions. Ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. On passe à l'atelier suivant, donc mobilité fret. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de ne pas trop vous réveiller, mais déguiser un peu votre curiosité quand même. Donc, notre groupe, Atelier Transport, Mobilité, Fret. D'abord, nous sommes avant tout une équipe créative. Très important, parce que si on n'est pas créatif, si on reste trop cloisonné, après, on n'a pas d'ouverture d'esprit et on aura un peu du mal à se positionner. Donc, on s'est positionné sur 3 séquences. La première, c'est un état des lieux, bon, classique, avec quel sujet, avec qui, quelle spécificité et quel trou dans la raquette. Alors on a reformulé ça parce qu'on trouvait que c'était un peu exagéré, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Une deuxième séquence où nous sommes sur la recherche en transport dans le cadre de l'UCIBL, extrêmement important. Donc quelle collaboration innovante
comment la favoriser et ensuite quelle structuration. Et dans un dernier point, on s'est un peu projeté pour savoir demain quel sujet prospectif et surtout avec qui. L'état des lieux, vous pouvez le constater, donc il y a une visibilité du thème transport-mobilité au sein de l'université cible. Tout le monde aborde cette thématique sous différents angles. Donc déjà, c'est une excellente chose. Ça veut dire qu'on ne laisse personne de côté. Ensuite, on a vu qu'il y avait, à l'issue de cette observation, qu'il y avait une approche pointue, mais que malheureusement, c'était un peu en silo. Donc, c'est pour ça qu'on a spécifié à décloisonner. Après, des sujets à développer, donc une approche territoriale, ça tombe bien parce que c'est un thème transversal dans l'ensemble des ateliers qu'on a évoqués. Une évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui, on constate un défaut sur cette thématique. Une inégalité face aux risques. Effectivement, tout le monde n'est pas concerné par les mêmes difficultés quand on parle de transport et de mobilité. Ensuite, on est confronté à un problème de densité des territoires. Effectivement, soit on est dans de l'urbain, périurbain ou campagne, enfin rural, excusez-moi, rural. Voilà, rural. Après, on a des effets des nouveaux comportements. Donc, on sait que c'est induit par le travail, par les achats, par la production, par la distribution. Et ensuite, des enjeux juridiques des mobilités. Et ça, on va faire un petit focus un peu plus tard. Ensuite, une nécessité d'une démarche prospective. Pourquoi ? Parce que ça va nous impliquer dans des renouvellements de partenariats socio-économiques, parce qu'aujourd'hui, en fait, on reste un petit peu sur ce qu'on faisait avant, alors que demain, la société, elle évoluera avec ou sans nous. Les opportunités de l'UCIBL. Là, on a phosphoré un petit peu. On a trouvé des couples sujets laboratoires possibles au sein de l'UCIBL. Alors après, bon, vous serez d'accord, vous ne serez pas d'accord, mais notre créativité nous a permis de faire ressortir. Donc, pour un pôle, entre guillemets, aménagement, mobilité, risque, donc vous voyez la composante qu'il peut y avoir, le LATS, le LabUrba, l'AME, le TSCE2, plus Aubert, concernant toute la dimension OSER. Décidément, je suis déjà à Paris. Donc, plus le labo OSER, concernant le bâtiment. Le LISIS, pour la dimension innovation urbaine, et l'IRG par rapport au développement territorial. Ensuite, on a phosphoré sur la mobilité connectée, qui regroupe donc les SICOM, le LIGM, le TS2, l'AME, l'ECO6 et le LASTIG. Alors, bien évidemment, tout ça, vous aurez les rendus, bien sûr. Dernier point, des sujets prospectifs à promouvoir. Donc, l'analyse des nouvelles mobilités. Donc, sous quelle forme? Est-ce que c'est véhicules? Est-ce que ce sont d'autres modalités? Quelles pratiques? Quel usage? Quel territoire? C'est-à-dire aujourd'hui, la Cité des Cartes, pour reprendre la concentration de nos établissements, c'est extrêmement urbain. Donc, on y inclut le périurbain et les comparaisons internationales. Comme ça nous donne une dimension assez globale. Ensuite, quelle contribution de la robotique? Pourquoi? Parce que dans les véhicules automatisés et non autonomes, on a de plus en plus d'aide à la conduite. Donc, quelle contribution de cette thématique? Ensuite, on fait face à des enjeux d'aménagement avec des impacts des aménagements commerciaux, industriels, logistiques, donc toutes les zones artisanales, agricoles, toutes les zones d'activité commerciale voilà, et d'économique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on utilise de plus en plus nos véhicules. Demain, on utilisera de moins en moins les transports en commun. Donc l'idée, c'est quoi? C'est trouver un maillage qui permette d'améliorer les choses. Puisque demain... Alors, j'entends, hein, ça bruisse un petit peu, parce que demain, on utilisera effectivement de moins en moins les transports en commun, parce que si on est dans une voiture autonome et qu'on peut travailler et qu'on peut vaquer à nos occupations, on ne prendra plus le bus. Voilà, mais c'est malheureusement déjà une réalité. Ensuite, on a une évolution de l'attractivité des villes, avec des enjeux de concurrence et de hiérarchie urbaine. Effectivement, toutes les villes ne sont pas égalitaires. On a un autre sujet, c'est la planification et les décisions agiles. Si nous ne sommes pas agiles, on restera à la marge. Alors, nous, on s'est positionné sur les thèmes du yield management, des tarifications innovantes, de la régularisation
régulation et des gouvernances innovantes, et ensuite tout le big data, puisque le big data, en fait, on l'a positionné ici, mais on le retrouve un peu partout. Et dernier point, après, vous serez libérés, données et gouvernance de la donnée. Quelles données à pérenniser? Ouais, c'est extrêmement important. Je rappelle que mai 2018, il y a le règlement européen sur les données, la RGPD. Quel fournisseur de données? Quelle qualité de la donnée? Extrêmement important, parce que si demain, vous n'avez plus accès à vos bases de données et que vous devez vous fier et que vous devrez utiliser, par exemple, Google ou d'autres moteurs de recherche, il y aura forcément un impact sur les travaux de recherche. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai respecté un 4 minutes 30. 6 minutes 38. Ah ouais, bon. Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question. Ah, 2 questions. Oh là 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 là. Alors, je vais essayer de pouvoir répondre. Oui, c'est juste une réflexion sur le moins en moins de transports en commun. Oui. J'ai un petit doute parce que j'ai vu récemment une émission dans laquelle, je crois que ça se passe en Chine ou Japon, mais je crois que c'est Chine, où effectivement les boîtes privées mettent à profit des cars à leur personnel, des cars qui sont complètement connectés, dans lesquels il y a le Wi-Fi, avec des ordinateurs. En fait, depuis chez eux jusqu'au lieu de travail, ils peuvent déjà travailler. Et donc, il y a un gain évident à la fois pour l'entreprise et aussi pour le salarié. Je ne sais plus. Alors, et donc, Nicolas, voilà. Peut-être en Belgique, oui. D'accord. Mais bon, il y a un petit côté chinois chez les Belges. Et la deuxième question, s'il vous plaît? Oui, en fait, j'étais un peu étonnée de ne pas voir apparaître les enjeux environnementaux. Après, je pense que c'était peut-être présent, mais c'était pas dit comme ça. Et donc, je me suis demandé est-ce que vous avez eu des discussions à ce sujet, mais en tout cas sur le thème des transports et sur le thème de prospective urbaine, il y a un sujet énorme à creuser pour Lucien. Alors, on l'a volontairement pas affiché parce que, bien évidemment, quand on est sur la mobilité et les transports, c'est une thématique, c'est transversal. Après, on s'est dit que si on partait sur ce sujet, on risquait de s'éloigner un peu trop. Au vu des échanges extrêmement nourris que nous avons eus, il a fallu déjà trouver consensus, mais bon, c'est bien évidemment une partie intégrante. Après, pour répondre à ta question, malheureusement, j'ai pas de réponse à pouvoir apporter. Est-ce que Nicolas ou Jean-Yves? Non? Personne? Non, ils ne sont pas là. Donc, ça restera une question en suspens, malheureusement. Je suis désolé. On la note. Voilà, merci beaucoup. Merci encore. Dernier atelier, le 7, sur habiter la ville en 2050. C'est là, justement. Tu peux pas me mettre? Ok. Dernier atelier, on est content de le faire. Donc atelier qui partait d'un postulat, c'est que la ville, ça pouvait intéresser la recherche, ça pouvait intéresser l'enseignement, ça pouvait peut-être intéresser l'établissement, c'est un postulat, mais la question qui est derrière, c'est comment, pourquoi et comment progresser là-dessus. Donc c'était tout l'objet de notre atelier qui va en fait dérouler d'abord des constats, des enjeux, puis des propositions, et puis finalement même un exercice prospectif autour de la ville idéale, notre exercice prospectif qui nous permettra de rêver la ville en 2050. Donc je passe tout de suite au constat. Voilà. Donc la ville, d'abord on a constaté que c'était un enjeu de lucible. Étonnant, mais oui. La ville, c'est pas que des mobilités, c'est aussi l'habitat, les services, le lien social, les interactions humaines, dont on s'est interrogé si elles n'étaient pas plutôt en dégradation actuellement. Alors, le deuxième point de discussion, c'est quelle ville était souhaitable, quelle serait la ville idéale. Et là, on a laissé émerger toutes les idées à ville agréable, sûre, accessible, avec plein de contradictions dedans. Plus de bouchons, mais beaucoup plus de véhicules automatiques, etc. Repenser la ville, etc. Enfin, beaucoup de choses très intéressantes qui, finalement, nous incitent à penser qu'il y a besoin de scénarios, de prospectives, peut-être sur des idéaux, pas forcément
de la technique ou des choses comme ça, peut-être des nouveaux modèles, et tout ça reste à faire et à poursuivre dans le cadre de l'UCIBL. Alors on a parlé de technologie, c'est vrai que les technologies sont assez présentes, mais, alors véhicules autonomes, automatisation, robots, mais tout de suite il y a un mais, c'est ne pas oublier l'homme, là au milieu, hein, avec la nécessité de réflexion combinée sciences de l'ingénieur, sciences humaines, sur quels sont les verrous à l'accession à la technologie, l'éthique, etc. Les technologies qui peut-être doivent se positionner par rapport aux évolutions de la ville, des êtres humains, etc. Et puis, de manière concomitante, les problèmes de fracture sociale, fracture territoriale, fracture générationnelle, hein, fracture entre les villes, hein, entre les villes même d'un même pays, et entre les pays selon leur niveau de développement. Et finalement, tout le monde était à peu près d'accord pour constater que l'approche de la ville ne devait se faire dans une pluridisciplinarité. Alors, des constats aussi, toujours, hein, inertie, enjeux, dynamique, tout ça, finalement, 2050, c'est pas si loin. La ville, elle est peut-être déjà probablement toute écrite, hein, seulement elle se reconfigure un peu à la marge, elle s'étend sur les mêmes territoires, elle se densifie, etc. Et puis l'environnement, ben, peut-être que tout est à faire et non pas tant à inventer, hein, à faire de comportements, apprendre et à mettre en œuvre des comportements qui seraient plus respectueux de l'environnement. Alors, une question importante, c'est les moyens pour construire la ville de 2050, même si on l'a construit qu'à la marge. Et là, c'était plutôt pessimiste. Raréfaction des moyens publics, notamment pour les transports, qui conduisent à des libéralisations de services et autres, et qui peut-être contribuent à accentuer certaines fractures en fonction des capacités de richesse. Et puis, ben, dans un autre registre, est-ce qu'on préserve nos capacités d'accueil des étudiants, notamment en préservant aussi les espaces autres que les salles de cours. Compétences, des compétences très riches. Alors, on a regroupé enseignement et recherche. On s'aperçoit que finalement, dans le cadre de l'UCIBL, on a des compétences sur la ville, sciences de la ville, aussi bien en enseignement qu'en laboratoire. Et à côté de ça, on a de nombreuses entrées disciplinaires appliquées à des objets ou appliquées à la ville. Hein. Alors, ça peut être la sociologie, l'histoire, la gestion, toutes sortes de disciplines qui finalement trouvent un point de débouché dans certaines, le réseau, les réseaux d'eau usée, les déchets, des choses comme ça, des services, etc. Donc énormément de choses qui concernent à la fois l'enseignement et la recherche. Il existe déjà, alors avec peut-être un petit bémol, un point d'interrogation sur finalement, est-ce qu'on couvre bien les relations interpersonnelles ou le lien social, des aspects comme ça dans toutes ces disciplines. Des initiatives fédératrices existent déjà des interactions entre formations, déjà des initiatives de type LABEX autour de la ville, projet fédérateur à l'IFSTAR, etc. Donc, il y a des choses qui existent. D'autres moyens, c'est la modélisation. Hein. Alors, on nous a dit qu'on savait modéliser la ville, ses déplacements, etc. et probablement les services. Hein. Donc, peut-être, à terme, développer une ville virtuelle qui serait capable de simuler de nouvelles formes, ces aménagements et des combinaisons de technologie et de changement de comportement, hein, donc des moyens qui existent, des méthodes 2050 c'est un peu la prospective, donc on est aussi dans la nécessité de penser, de concevoir, de créer et il se trouve que dans l'UCIBL il y a déjà un certain nombre de méthodes qui sont mises en œuvre, qui sont portées par certaines équipes de design thinking, conception innovante, etc. Un atout, on est déjà multisite et donc finalement on ne s'intéresse pas qu'à l'Île-de-France, ni à Paris, ni à Champs-sur-Marne, mais aussi des sites diversifiés en région qui peuvent être aussi des terrains d'expérimentation. Alors quelle proposition ? Proposition d'abord, un essai, une initiative de la direction scientifique de l'IFSTAR qui est de dire on aimerait bien faire un dossier sur la ville du futur, et faisons-le sous forme d'essai, hein, sans prétention, sans faire de revue bibliographique ou autre, mais simplement en fédérant ce que chacun des partenaires pourrait dire dans ce dossier, qui constituerait finalement un point de départ sur les questions que pose la ville et la ville de demain. Enseignement et recherche, on va retrouver les schémas assez classiques, hein, les initiatives fédératrices, les appels à projets de l'ICIT futur, et puis dans le domaine de l'enseignement, l'idée de développer des enseignements pluriels, pluridisciplinaires, etc., voire aussi un bloc d'enseignement plutôt sur la ville pour tous les étudiants, hein, si la ville est vraiment un enjeu de l'UCIBL.
Réflexion prospective aussi à promouvoir, et là de manière probablement transversale, multidisciplinaire, transdisciplinaire même, et inscrite dans la durée sous forme de séminaires, sous forme de diverses actions, ateliers de créativité, etc. On a souligné au passage le potentiel des projets étudiants qui peut être une articulation entre la recherche et l'enseignement. Et puis, toujours dans le domaine des propositions, l'aspect valorisation, sensibilisation. Alors, on a parlé de valorisation économique, mais on a aussi souligné la nécessité de promouvoir des valeurs de la ville, valeurs sur la ville, alors notamment au niveau de l'UCIBL auprès de tous les étudiants, par ce bloc commun d'enseignement à tous les étudiants, mais ça peut aller aussi au-delà pour le scolaire, pour le public, promouvoir des valeurs de la ville. Et finalement, on s'est interrogé si ça ne devait pas être une référence pour l'UCIBL, de se dire que c'était une mission stratégique de l'UCIBL de travailler sur la ville, d'être une référence, d'être reconnu, de se faire reconnaître comme une référence sur la ville, et puis de faire rêver sur la ville à l'horizon 2050. Et c'est justement Muriel qui va vous faire rêver sur la ville de 2050. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire rêver, mais en tout cas, voilà ce que le groupe a fait émerger un peu un début de réflexion prospective dont, effectivement, Michel a souligné pour nous tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on s'est dit que vraiment cette réflexion prospective, il fallait vraiment qu'on l'amène au niveau de l'UCIBL. Première chose, insister sur les valeurs du vivre ensemble. On s'est dit on ne peut pas penser la ville de 2050 sans finalement réfléchir à ça, et en mettant en avant l'idée d'une ville inclusive, évidemment, où à minimum tout le monde a un habitat décent, chacun a un habitat décent, solidaire, une ville où on favorise la diversité, une ville équitable, une ville où on favorise, je dirais, des comportements citoyens et des engagements civiques, une ville durable, bien sûr, et économe en ressources. Alors, à partir de là, ça nous paraissait important de mettre en avant un certain nombre de valeurs. Elles n'y sont certainement pas toutes. Des propositions qui ont émergé. Alors, des propositions qui étaient plutôt, je dirais, en creux. C'est-à-dire, en gros, la question qu'on a posée, c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce que vous verriez dans cette ville de 2050 qui manque aujourd'hui, en tout cas qui n'est pas assez développée? D'abord, des nouveaux lieux physiques ou virtuels qui permettent de favoriser les interactions, le lien social, les interactions entre les habitants, les échanges de services, de compétences, l'accès à la culture sous toutes ses formes. Alors bien sûr, ça va des espaces publics. Alors gérés par les habitants, c'est une dimension qui est revenue de manière permanente, l'idée de redonner la ville à ses habitants. Donc des espaces publics, potagers, espaces communs dans les immeubles, qui sont des lieux de partage, maisons de quartier, associations, mais aussi des lieux virtuels. Et on s'est dit que finalement, les nouvelles technologies, il fallait aussi les penser en faveur du développement du lien social, qu'un site internet dans une copropriété, de la diffusion tout bête d'informations par mail, était un moyen de faire vivre une communauté, un collectif, pour ceux en tout cas qui le souhaitaient. Bien sûr, des services. Il y a eu toute une réflexion sur les services de proximité et accessibles à tous, commerce, santé, éducation, e-services, culture, etc. Une variété d'habitats, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun consensus dans le groupe sur une forme éventuelle d'habitat plus adaptée que d'autres. Ce qui a été mis en avant, c'est plutôt une variété d'habitats, bien sûr, et au-delà d'une distinction habitat individuel, collectif, des habitats solidaires, intergénérationnels, écologiques, avec ou sans service, adaptés aux personnes à mobilité réduite, à l'âge, etc. Une ville qui va conjuguer habitat, travail, loisirs, avec moins de distance, des modes de transport doux et actifs, avec moins de véhicules, voire sans véhicules, en tout cas des zones sans véhicules, ça c'était, plus de transports en commun, donc on n'est pas tout à fait d'accord avec le groupe d'avant, et plus de transports en commun de qualité quand même, ça c'était des points importants. Une ville dont les fonctionnalités sont maintenues et entretenues, et là aussi avec une participation accrue des habitants et une responsabilisation quelque part. On parlait de comportement citoyen, d'engagement civique. Quelque part, c'est pas uniquement des services à la ville, mais c'est une participation de tous à ça. Et puis, bien sûr, une ville qui offre un environnement de qualité, qualité de l'air, des espaces, pas de bruit, des circuits courts pour l'alimentation de cette ville, etc. Donc voilà, très modestement, les réflexions que le groupe a eues sur cette ville à l'horizon 2050. Je dirais rien de révolutionnaire, mais peut-être des basiques qui est important de rappeler. Réellement mettre en œuvre. Voilà. Oui. Alors, il y a une question là. Deux questions. Et puis après, une deuxième question. Ah oui.
Dans cette vision de la ville, je voudrais savoir si au cours de votre atelier, vous avez pris en compte ou pas l'émergence des résidences fermées, qui est aussi un moyen à certaines villes de déléguer la maintenance du réseau viaire, enfin, et du coup qui modifie considérablement les transports en commun, des choses comme ça. Et c'est une émergence dans certaines villes. C'est pas arrivé en tant que tel, mais il y a quand même eu des débats autour de la question de la sécurité, etc. Mais la question des résidences fermées n'est pas arrivée en tant que tel. Donc, moi j'avais une remarque et une question. Donc, une remarque, c'est pour dire que le projet fédérateur Ville 2050 de l'IFSTAR est probablement mûr pour s'élargir et intégrer d'autres discussions. Et sinon, alors peut-être une petite critique. Comment on fait pour éviter que les super solutions qu'on pourrait imaginer ne vont pas complètement se planter? Et une question aussi, dans la liste de ce qu'on pourrait vouloir dans la ville en 2050, vous n'avez rien mentionné sur la gouvernance, la participation des citoyens, parce qu'en fait, on peut coller des solutions. Ce serait bien que les gens y participent et soient d'accord. C'est pas tout à fait vrai, Serge. Tu n'as pas tout écouté parce que c'est marqué textuellement. On a insisté à 2 moments sur l'idée qu'effectivement, la ville quelque part devait un peu être reprise en main par ses habitants et que la gouvernance devait redonner à la fois devait s'axer sur la participation forte des habitants, et c'était vraiment une thématique qui est revenue très sensiblement dans l'atelier, et puis l'idée aussi d'une responsabilité accrue par rapport à ça. Et donc la question de la gouvernance, elle est là, bien évidemment, on n'y a pas répondu. Voilà. Alors, il y a une question là-bas d'abord, après une question là. Oui, moi je voulais intervenir. Bon, j'ai bien aimé votre ville de bisounours, mais ça vous a peut-être pas échappé que le monde... il n'est pas comme ça. On a un monde ouvert. Oui, d'accord, mais 2050, c'est demain. Hein. On a un monde ouvert, violent, avec des guerres, avec des pauvres et des riches. On a un monde dans lequel, effectivement, on a de plus en plus de pauvres qui vont chez les riches. Ça ne vous a pas échappé. On aura à gérer tout ça. On a un monde où, effectivement, on commence à explorer la ville souterraine. Vous n'en avez pas du tout parlé, alors qu'il y a eu un projet national dessus. On en parle beaucoup, hein, comment vivre sous terre. C'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu et une problématique intéressante. On a un monde aussi où on risque peut-être de créer des villes sur l'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'énergie facile. Et ça va changer. Voilà. Là, j'ai l'impression que vous êtes resté assez conventionnel. Alors, moi, je voudrais faire une première réponse, tu répondras après, qui rejoint d'ailleurs la question qui n'a pas été résolue pour Serge, qui est la question des solutions toutes faites. De notre atelier, il est ressorti beaucoup l'idée que finalement ces solutions toutes faites, notamment, pourquoi pas, on va mettre les gens sous terre, ça pose pas de problème. Les solutions techniques, on est capable de les imaginer. Mais il faut peut-être aller aussi au devant des aspirations des gens. D'abord, peut-être ça, et peut-être renverser aussi les valeurs. C'est pour ça aussi qu'on a insisté sur la notion de relations interpersonnelles, etc. Parce qu'il nous semble que ce sont des choses qui doivent prévaloir sur les solutions toutes faites, justement. Hein. Et peut-être que de cette manière, on peut repenser la ville autrement, et c'est certainement pas à partir des solutions toutes faites et des technologues, mais peut-être aussi à partir d'ateliers citoyens. On n'a pas trop développé là-dessus, mais ça a été évoqué aussi. C'est faire émerger, faire sensibiliser aussi, des actions de sensibilisation auprès des étudiants, des scolaires, etc., qui sont même susceptibles, d'après ce qui nous en a été dit dans l'atelier, de faire émerger des idées, des solutions. Après, ma foi, il faudra que la technique s'adapte, et plutôt que l'inverse. Donc, c'est une première... J'ai envie juste de te compléter par dire que la composition de l'atelier, effectivement, il y avait peu de spécialistes de la ville, donc pas d'urbanistes, pas d'architectes, etc. Et donc je pense que finalement, ce qui a émergé de ça, c'est effectivement peut-être se dire, le bâti, souterrain, pas souterrain, sur l'eau, pas sur l'eau, toutes ces villes, quelle que soit finalement à un moment donné leur localisation et leur mode d'existence, elles devront résoudre des problèmes techniques spécifiques, mais même sous terre ou même sur la mer, ces villes pourraient présenter ces caractéristiques-là. Alors c'est vrai que c'est peut-être un peu bisounours, mais comme on est en 2050 et qu'on pouvait rêver, rêvons. Alors, une question encore là. Attendez, excusez-moi. Vous êtes sollicité. Oui, excusez-moi, juste une petite remarque. Je ne suis pas du tout spécialiste du domaine, mais
Moi, ce qui m'étonne un petit peu dans ces réflexions, c'est qu'on ne parle pas du tout d'aménagement du territoire. Or, ce qu'on constate, encore une fois, sans être spécialiste du domaine, mais je crois que tout le monde peut le constater, c'est qu'on a des ensembles urbains qui grossissent de plus en plus, avec tous les problèmes que ça pose au quotidien, de congestion urbaine, aussi bien de transport routier, transport en commun, de prix du foncier qui devient totalement inaccessible pour beaucoup de gens dans les grandes villes, enfin à Paris et même dans beaucoup de centres urbains. Et à côté de ça, des villes moyennes qui se vident de plus en plus, des territoires qui sont de plus en plus désertifiés. Et je suis un petit peu étonné que les spécialistes du domaine soient pas emparés de ces questions-là, qui me semblent quand même centrales. Parce que la ville, enfin je ne vais pas reprendre l'expression de bisounours, mais enfin la ville que vous décrivez ici, c'est plutôt de l'ordre du rêve. La réalité, c'est pas ça. Oui, mais c'était pas la ville, c'était la ville de 2050. Et moi, j'insiste sur le fait que quelque part... c'est dans 20 ans. Oui, 30 ans. C'était pour ça qu'on a dit qu'il y a beaucoup d'inertie, mais il y a des choses un peu moins inertes quand même. Enfin, il me semble. Juste un point par rapport à la question de l'extension urbaine. Aujourd'hui, on postule au niveau des ministères qu'on ne doit plus artificialiser de superficie. Donc théoriquement, la ville, elle doit se construire sur elle-même. Donc ça veut dire aussi, peut-être effectivement, on va construire sur les friches, etc. Mais normalement, on est déjà dans une logique où on ne devrait plus étendre la ville, puisqu'en fait... Je ne parle pas forcément d'extension des superficies, mais prenons un exemple comme Poitiers, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'y aller, la ville se vide, enfin, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de bâtiments, d'appartements, de maisons qui sont à vendre, à louer, etc. C'est tout simplement en train de se vider. Donc, et je n'ai pas l'impression que les politiques, les différentes mesures qui sont prises soient de nature à changer cet état de choses, alors qu'on a de plus en plus de gens sur Bordeaux, sur Paris, enfin sur tout un tas de grands centres, et je ne suis pas convaincu que ça aille dans le bon sens. C'est tout. Alors, une question devant. En fait, je repars sur la remarque de Serge et de mon collègue derrière. Pardonnez-moi, mais en fait, quand on lit entre les lignes, en fait, cette ville de 2050, personnellement, elle me fait pas beaucoup rêver, parce qu'elle est aseptisée. Je vous rappelle qu'il y a un atelier, je dirais, qualité de vie dans le campus, en fait. Enfin, pardonnez-moi, c'était un peu ça. Parce qu'un étudiant, par exemple, ou des jeunes gens, je suppose qu'en 2050, il y aura toujours des jeunes gens, il n'y a pas que la culture, il n'y a pas que les études, il n'y a pas que le numérique. Un jeune a besoin de sortir, de faire du bowling, de boire, de faire plein de choses. Et en fait, sincèrement, c'est quelque chose dont on a besoin. Même les moins jeunes, je ne les vois pas là. Si, alors je te rassure, sous la catégorie loisirs, il y a tout ça. C'est pas exclusif de ce qui est écrit là, je crois pas, quand même. On a dû mettre café. Pause café. On va les remercier encore une fois. Merci. Bon, la richesse des débats montre qu'il y a du travail et donc il faut qu'on partage, il faut qu'on essaye de co-construire un certain nombre de choses. Bon, ben voilà, on est arrivé à la fin pratiquement. Donc voilà, les restitutions d'ateliers ont été faites. Donc toutes ces informations vous seront mises comme les autres sur le site intranet de UCIBL. Donc vous aurez, je dirais, loisir de pouvoir récupérer le fruit de tous les travaux, à la fois du groupe à laquelle vous avez contribué, mais également les autres groupes. Donc voilà, il me revient, j'ai fait l'ouverture, je vais faire la fermeture, comme on dit. Donc, écoutez, pour certains d'entre vous, ça a été le premier passage à Marseille et en virtuel à ce salon. Donc, ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas la dernière. Donc, on vous invite bien évidemment à venir visiter de manière plus approfondie et co-construire un certain nombre de choses, à la fois avec nos collègues de Marseille et à la fois avec nos collègues de Salon, mais aussi avec tout l'écosystème de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, j'espère
que, au travers de ces 2 jours, certes relativement rapides, que ce soit au niveau de la plénière ou que ce soit au niveau, je dirais, du parcours de visite qu'on a essayé de vous organiser hier, vous avez pu nous découvrir un peu mieux. Donc, certes, de manière très illustrative, mais j'espère que le tableau que vous allez en retirer, tel un peintre impressionniste, vous permettra d'avoir quelque chose qui représente fidèlement ce que l'on peut être. Donc, comme je vous les ai dit en introduction, et j'espère que vous l'avez touché du doigt au travers de ces 2 journées, on n'est pas une implantation très importante, mais on est relativement actif. Donc c'est ça aussi qu'on a essayé de vous démontrer. J'espère qu'on est arrivé. Alors, vous avez vu qu'un certain nombre de nos collègues ont essayé de vous faire partager ce qu'ils faisaient avec passion, avec envie. Donc, j'espère que là aussi, vous avez apprécié ce moment-là. Comme vous avez pu le voir sur nos activités de recherche, il y a un certain nombre de nos activités de recherche qui est autour de l'humain. Et pour nous, l'humain, c'est quelque chose d'important au niveau du centre. Et c'est pour ça que vous avez vu que ces 2 jours-là n'auraient pas pu être réalisés sans la participation de beaucoup d'entre nous au niveau du centre. Et donc, même si c'est un peu long, je voudrais quand même vous les citer, parce que je pense qu'il faut les remercier grandement pour tout le travail qu'ils ont fait dans l'ombre. Vous savez, c'est comme l'iceberg ou le cygne. Il n'y a rien qui paraît, mais ça pédale pas mal dessous. Alors, je pense que donc on peut remercier Céline Parot, Aurélie Banet, Joël Magnin pour leur contribution. Il y a Stéphane Ayry, Isabelle Ayry, il y a Christophe Perrin, il y a Thierry Serre, il y a Isabelle Rago, il y a Nicolas Clabot, il y a Jean-Emmanuel Michel, il y a Catherine Masson, il y a Max Pi, il y a Michel Bert, il y a Maxime Larry, il y a Pierre-Jean Arnoux, il y a Lionel Tolon, il y a Laura Beyer. Il y a aussi tous les étudiants, les 14 étudiants qui vous ont permis de vous accompagner hier. Je ne vais pas citer tous leurs noms, mais là aussi, ils l'ont fait avec envie et avec grand plaisir. Et puis, je voudrais aussi faire une dédicace toute particulière au corps groupe. Donc, il y a Christelle Évrard, que je vous ai présenté au début, il y a Mélanie Robert, il y a Mathieu Paglia, il y a Michel Bidal, il y a Catherine Berthelon, il y a Stéphane Ayry de nouveau, il y a Audrey Isoardi, il y a Esther de Grugillier, et puis l'ensemble des contributeurs de la plénière. Je pense que tous ont mis de l'énergie pour essayer de vous faire passer un certain nombre de messages. Et donc, je vous demande, si vous en êtes d'accord, à les remercier très chaleureusement.